Allez, on y va. Le YMCA Paris, deuxième focus de notre émission. On est content de recevoir Danuta Pieter et Christelle Berthaud pour nous parler un petit peu de l'action globale. Avant d'aller sur l'actualité, on va rétropédaler un peu et surtout parler d'histoire, parce que quand on parle de ce lieu, c'est aussi un lieu d'histoire, de partage et un patrimoine français et même européen, puisqu'on parle quand même du premier espace sportif dédié au basket, qui a permis au basket d'arriver et donc de se développer et donc de proliférer après sur l'Europe entière. Donc si on est là aujourd'hui, c'est un peu grâce à ce moment d'histoire. Moi, j'ai noté une date, 1891, avec deux noms, André et James Stokes, qui étaient donc deux philanthropes. On peut peut-être d'ailleurs donner... Danuta, qui est aussi philanthrope, du coup, peut nous parler un petit peu de cette action. C'est la première, on va dire, sollicitation à une souscription financière pour justement faire en sorte que ce lieu existe. Hein. C'est bien ça? Absolument, ça a été une vraie volonté franco-américaine de différentes familles sur les deux continents de créer ce lieu unique d'accueil de jeunes étudiants du monde entier de manière sécurisée dans un centre-ville d'une capitale, oui. Pour qu'ils puissent continuer à apprendre, donc à étudier tout en se divertissant et puis évidemment en utilisant aussi leur... en faisant du sport, d'où la création de ce fameux gymnase. Christelle Berthaud, on rappelle que vous êtes architecte conseil, mais également historienne pour le YMCA. Donc, si on s'appuie sur cette date de 1891, qu'est-ce qui s'y passe ensuite, une fois que les souscriptions ont été faites, à partir de quand le basket arrive et comment le lieu se développe, puisqu'on sait c'est un espace dédié au sport, mais pas que. Il y a aussi toutes les interconnexions sociales qui ont permis aussi à toute cette jeunesse et à toute cette population de considérer ce lieu comme un lieu important. Oui, exactement. En fait, 1891, c'est la date de création du basket. Donc, c'est Naismith. Okay. Il est à la YMCA de Springfield. Alors, Springfield, en fait, c'est une YMCA très particulière. Elle est là pour former les futurs profs de sport des bâtiments YMCA, qui étaient disséminés aux États-Unis, d'abord. Et donc, lui, il a des élèves qui font 2 ans d'études. Et ensuite, ils sont envoyés comme profs de sport dans les bâtiments YMCA. Okay. Un de ces élèves-là, il s'appelle Melvin Rideout. Et en fait, il est canadien. Donc il parle français. Et donc on lui dit, toi, tu vas aller à Paris. Mmh. Et donc à ce moment-là, on est en plein chantier à Paris, donc en train de construire la YMCA de Paris. Et elle est inaugurée en 93. Donc Melvin Rideout, il arrive en 1893, on est 2 ans après l'invention du sport. Et donc un soir, après un cours de sport très traditionnel, il faisait du sport sur agrès, de la gymnastique, vraiment voilà, des choses pas très marrantes au final. Il propose une partie de basket. Voilà, donc on est à l'hiver 1893 et donc on est vraiment la porte d'entrée du basket et c'est la première fois qu'est joué le jeu en dehors des États-Unis. C'est la première exposition pour le peuple français à cette discipline. Oui, exactement. Et en fait au peuple international, au final. Tout à fait, oui, oui. Et en fait, les YMCA, donc pour encore rétropédaler encore, oui, c'est créé en 1844. D'accord. Et en fait, c'est né à Londres, donc c'est européen. Et c'est une association qui est créée pour aider les jeunes à se développer sur 3 plans. Body, mind, spirit, âme, corps, esprit. Okay. Donc l'idée, c'est un esprit sain dans un corps sain. Et donc, ça s'exporte très rapidement aux États-Unis, où ça prend bien plus. Si bien qu'en fait, en 30 ans, presque chaque ville des États-Unis est dotée d'un bâtiment YMCA. Est-ce qu'on peut considérer que le basket est l'outil qui a permis justement de répondre à la problématique esprit sain dans un corps sain, finalement? En quelque sorte, parce que c'est effectivement un prof de sport qui a développé et créé ce sport d'intérieur, parce que c'est un sport co, on lui demande de faire un sport co dans le gymnase YMCA qui a été conçu pour faire du sport normal. Voilà, donc Naismith, en fait, il accroche ses paniers et il invente un sport co où il n'y a pas de contact, où on est dans l'esprit d'équipe total parce qu'on ne peut pas jouer, on ne peut pas être indépendant. Donc voilà, en fait, il transcrit les valeurs de l'association YMCA dans ce sport et les bâtiments YMCA et tous ces gymnases, c'est le vecteur de diffusion du basket. Parce que grâce au fait que ces assos, elles ont de l'immobilier un peu partout, elles sont bien implantées, et donc le basket, il est diffusé via les profs de sport. Et donc on joue très rapidement jusqu'en Asie, en Afrique bien évidemment,
dans les années 1900, on joue au basket partout, quoi. Hormis le basket, c'est le thème qui nous intéresse ici, mais est-ce que ça permet aussi à d'autres sports et à d'autres communautés justement de développer des pratiques sportives? Ouais, alors faut savoir, alors les YMCA, ils ont aussi créé le volleyball en 1894, donc, quelques années après. La culture physique, l'haltérophilie, ça vient du mouvement YMCA aussi, et bien après, en 1960, le futsal, c'est une initiative aussi d'un prof YMCA. Question vous concernant, puisque vous êtes architecte et philanthrope, comment on arrive sur un projet comme celui-là, sur le plan personnel? Comment, C'est une bonne question. Dites-moi, ça m'intéresse. Je crois qu'on est arrivés toutes les deux indépendamment par coup de cœur, par les hasards des rencontres de la vie. Effectivement, on n'avait pas forcément grand-chose pour se rencontrer, et notamment autour du basket. On reste encore dans une phase d'apprentissage. Et justement, quand on porte un projet de rénovation un petit peu comme celui-là, qui est énorme, avec une histoire aussi très très importante, on sent quoi? Le poids de la responsabilité pour essayer justement d'honorer un petit peu la mission qui est la nôtre, ou c'est clairement un réel honneur, voire même une passion au quotidien que de travailler sur ce type de Évidemment, projet. c'est un projet passionnant. On a 130 ans d'histoire derrière nous, avec un projet à l'époque totalement novateur, sur tous les plans, également sur le plan culturel. Et on a, avec un bâtiment tout à fait exceptionnel au niveau patrimonial, architectural, et qui a tenu magnifiquement bien dans le temps. Donc on considère qu'il a vécu 130 ans et qu'il mérite évidemment de vivre au moins 130 ans de plus, et en plus avec cette très belle destination qui va être celle qu'il va retrouver à la réouverture après les travaux de rénovation, accueillir des jeunes du monde entier. Aujourd'hui, le YMCA Paris a 3 bâtiments dans Paris. Cette année, en 2022, il y a 44 nationalités qui étaient accueillies. C'est merveilleux. Et donc évidemment, ça nous touche beaucoup, et on a envie de continuer à faire vivre ce bâtiment, à multiplier encore les échanges, et donc aussi dans ce projet de rénovation de faire participer des gens du monde entier. Des grands donateurs, mais pas uniquement, que des plus jeunes puissent participer et puis s'inscrire dans l'histoire de ce sport. La dimension historique du lieu sur le plan social, comment elle ou voire sociétal même d'ailleurs, comment elle s'est matérialisée au fil du temps pour arriver justement à nos époques? Il y a quelques images qu'on a pu voir où on voit des basketteurs célèbres issus et des footeux d'ailleurs, Neymar et Stephen Curry ensemble. Voilà, c'est un lieu qui réunit vraiment aussi plusieurs communautés sportives et qui permet d'échanger autour de thèmes et de discussions communes. Oui, tout à fait. En fait, c'est devenu un symbole pour le milieu du sport. Et, vous demandiez comment je suis arrivée là. En fait, j'étais en études d'architecture, je cherchais un sujet de mémoire, et en fait, j'ai vu une photo du gymnase. Donc c'est le patrimoine sportif. Je ne suis pas une grande sportive, mais quand même, voilà. Je découvre ce lieu et je trouve ça incroyable. Je découvre l'histoire des YMCA. Et on en arrive maintenant à ce patrimoine sportif assez incroyable. On reçoit Curry, Neymar, on reçoit Rudy Gobert, beaucoup de gens... Beaucoup de gens issus d'horizons différents. Angelo, quand on évoque un peu ce lieu-là, comme ça, chargé d'histoire, qui a justement aussi cette capacité aussi à réunir un petit peu des profils différents, est-ce que ça n'a pas valeur d'exemple pour d'autres environnements on va dire, dédiés au sport, ou même en Grèce, ou même en Afrique, par exemple? Bien sûr, bien sûr. En plus, moi, je suis très sensible au YMCA parce que j'ai vécu 6 ans aux États-Unis et j'ai fait de nombreuses actions caritatives, justement, dans les YMCA. C'est-à-dire que très souvent, lors des jours de congé ou autres, il y avait eu des actions avec mes coéquipiers où nous, on allait donner de notre temps, soit dans des foyers ou dans des YMCA aux jeunes pour justement... les inspirer au sport, les inspirer à l'éducation, parce que nous, on est des étudiants athlètes, donc on essaye justement de leur montrer le chemin de l'éducation et de l'activité sportive. Et donc, j'y ai passé beaucoup plus de temps que j'aurais prévu. Et puis, donc, c'est aussi comme ça que j'ai découvert cette culture du YMCA, où quand on dit qu'il y en a un dans chaque ville, c'est un peu le lieu de rendez-vous, et c'est surtout là où les gamins vont
quand ils n'ont rien d'autre à faire. Oui, un repère peut-être. Exactement. Et donc cette notion-là, Cadre repère. Ouais. la question que tu poses, elle est pour moi évidente. C'est-à-dire que si on avait cette possibilité, alors il y a des centres de loisirs où il y a, on va dire, des lieux d'accueil, mais je ne pense pas qu'ils ont la même infrastructure en France ou ailleurs pour donner une telle diversité d'activités aux gamins. Et d'avoir justement un terrain de basket avec parquet, un terrain où on peut faire du futsal ou autre. On sait que l'accès au gymnase en France est très compliqué. Si on ne fait pas partie d'une association sportive, si on ne fait pas partie d'un club, on sait en plus que c'est la guerre pour avoir des créneaux. Et donc d'avoir ce genre d'outils d'épanouissement personnel pour les gamins, c'est pour moi, je pense, une mission qu'on devrait avoir de développer ça. Outil qui serait donc à la disposition du public aux alentours des Jeux de Paris 2024. C'est bien ça un peu le rétro-planning? Notre objectif est de réouvrir pour l'été 2024, faire du YMCA 14 Trévise un incontournable de l'été olympique parisien, que cette maison soit à nouveau ouverte à tous, que notamment les jeunes et les jeunes fans de basket puissent venir pendant les matchs et les voir. On va faire un peu comme une fan house dédiée au basket. Donc tous les matchs seront présentés en direct. Et je suis sûre qu'on aura beaucoup de joueurs nous ont dit qu'ils voulaient aussi. Il devrait y avoir du monde, attention. Voilà. Ça devrait peut-être être le rendez-vous, effectivement. Bon, très bien. Alors justement, pour atteindre cet objectif de Paris 2024, la genèse du projet maintenant. Adopteunelame.com est un projet, on va dire, philanthropique qui permet donc aux fans ou à la communauté ou alors à un sympathisant du sport de venir s'acheter un bout du lieu et de permettre à ce lieu d'être rénové via les dons qu'ils feront. J'ai à peu près bien résumé la situation. Le constat, justement, Christelle Berthaud, sur le plan architectural. Pourquoi ce lieu avait-il besoin d'être rénové? Alors, on a 3500 m² rénovés, si on se concentre sur le gymnase. Pourquoi? Alors, il est resté dans son jus, ça c'est vraiment important, tout est là. Sauf que tout est là, mais un peu... délabré peut-être. Voilà. Okay. Donc, on s'intéresse plus particulièrement au parquet. Le parquet, c'est une des premières expérimentations de sol sportif en France. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas beaucoup de gymnases, même pas municipaux. Et donc, ils se sont dit, comment on fait un sol souple? Et alors, c'est assez intéressant le procédé, c'est vous avez un lit de sable de 5 cm sur lequel on a coulé du goudron à chaud. Et ensuite, on est venu poser les lames. Le goudron, après, il vient faire les joints, il fait un liant. Du coup, ça vous crée une sorte de nappe rigide sur du sable. Okay. Voilà. Et donc là, on est 130 ans après. Donc certaines lames ont été changées. Oui. Et surtout, le goudron, il n'est plus là. En fait, c'est de la poussière. Donc toutes les lames se décollent. Donc il y a le plus gros, en fait, dans le gymnase à faire, c'est vraiment rénover ce parquet. Qui est menacé. On a des infiltrations, etc. Puis c'est très onéreux, hein. C'est très très onéreux, hein, puisque c'est de ma connaissance de ce genre de problème, un parquet, c'est du 80 000 et au-dessus pour un parquet de qualité. Ouais. Oui, donc quand on parle de ce type de parquet. Là, on est plus dans les 200 000 rien que sur le parquet, par exemple. Voilà. Ouais. En fait, le parquet là, de gymnase, il va avoir le même traitement qu'à Versailles. Hein. On est sur des artisans historiques. Okay. Et on va devoir en fait enlever, avant d'enlever les lames, ils vont devoir les numéroter, les mettre sur un plan. Pour les replacer exactement à l'identique. Pour les replacer exactement au même endroit. Voilà. On les a comptés, il y en a 7444. Ça fait beaucoup. Bon courage. Et voilà. Et donc en fait, ils vont les déposer, ils vont ensuite les emmener en atelier pendant tout le temps du chantier et elles vont être traitées. Et ensuite, nous, on recoule une dalle et on refait les réseaux, etc. Et ils reviennent reposer les lames pile au même endroit. Voilà. À quoi ressemblera À quoi ressemblera le projet final? Le projet final. Est-ce qu'on gardera une vraie identité quand même de ce qu'on a pu visiter ces dernières années? Exactement. Ou est-ce qu'on change un petit peu Alors justement, nous, on est en France. Alors ici, le gymnase et vraiment tout le bâtiment YMCA de Paris, c'est un monument historique. D'accord. Donc on est très surveillé par les conservateurs, les architectes des monuments historiques. On ne fait pas ce qu'on veut et heureusement en fait, parce que voilà, là on va vraiment... on ne fait pas de la rénovation, on fait ce qu'on appelle de la restauration. C'est vraiment plus... Mais est-ce que vous allez mettre en place un processus qui permette de vraiment garder dans le temps, ou en tout cas le plus longtemps possible, l'intégrité des lames qui seront restaurées? Exactement. Oui, là par exemple, on n'a pas le droit, c'est absolument interdit aujourd'hui de couler du béton par-dessus. voilà. Donc,
adoptunelame.com. Oui. On y va. Alors, donc on a dit qu'on avait 7444 lames. Oui. Et sur ces 7444 lames, on a décidé d'en mettre 2024 à l'adoption. Donc D'accord. 2024 évidemment pour les JO Paris 2024. Donc, comment on adopte une lame? Voilà. Et comment on adopte une lame? Oui. Voilà. Le On a voulu le process. proposer au plus grand nombre Oui. d'inscrire son nom dans l'histoire du sport. Donc, très simplement, d'aller sur un site dédié qui s'appelle adoptunelame.com, de choisir son numéro fétiche entre 1 et 2024, s'il est encore disponible. Pas le 1984, désolé. Oui, Ça on prend a une eu fois. déjà un peu de succès à notre lancement et d'effectuer un don. Et suite à ce don, le donateur reçoit un certificat collector qui associe son numéro de lame, le numéro choisi avec son nom. Et il verra aussi son nom inscrit dans la liste des 2024 donateurs à la réouverture du gymnase, de la salle, sur une plaque dans le gymnase, donc il aura vraiment son nom gravé dans l'histoire du basketball. Et on voit qu'on a des fans de basket, évidemment, qui participent, mais pas uniquement. On a des gens du quartier, des gens de beaucoup plus loin, horizons, qui sont sensibles à la question du patrimoine, qui sont sensibles à l'histoire du sport, et plein de raisons. Justement, de ce que vous avez pu identifier, qu'est-ce que recherchent justement ces donateurs à travers l'action de soutenir justement la rénovation de cet espace? Je crois qu'ils ont vraiment envie de s'inscrire dans une belle histoire et d'en faire partie. Et on a vraiment voulu que ça soit quelque chose de participatif. Donc il y a plus de basketteurs, il y a plus de... Quelle est la typologie un petit peu des Je dirais que la typologie, en fait, elle est très variée. C'est ce qui est passionnant. Derrière chaque numéro, il y a une belle histoire. Donc nous, on prend beaucoup de plaisir dans ce projet parce que chaque jour, on découvre des gens. On a eu par exemple récemment une avocate new-yorkaise qui a pris 2 lames. On lui a demandé pourquoi. Elle est française, installée à New York. Et sa maman et sa tante, qui étaient 2 sœurs jumelles, étaient des internationales de basket. D'accord. La grande famille du basket. La grande famille du basket. Il y a pas mal de noms. Hein. J'ai justement en regardant un peu la disponibilité des lames. Donc je vous invite tous, mais après moi, une fois que j'ai choisi ma lame, encore, vous venez pas avant. Mais c'était sympa et j'ai vu une ribambelle de copains, de gens que je connais, des noms qui me sont familiers. Donc la famille du basket est en train de répondre présente et c'est super sympa. Oui, on invite d'ailleurs les sympathisants aussi, et fans et pratiquants. Donc c'est disponible à partir de demain matin. Vous me laissez le reste de la journée s'il vous plaît, parce que j'ai une négociation. Là. Jusque quand justement on peut adopter sa lame? Jusque quand va l'opération? Jusqu'à ce que les 2024 soient adoptés. Donc on espère très, très vite. Et bon, de jour en jour, les adoptions augmentent. Et au-delà justement de cette action de mécénat, on imagine qu'il y a quand même des collaborateurs qui viennent aider justement au financement de la restauration des lieux. Est-ce qu'il y en a déjà? Et est-ce que justement c'est aussi un appel à d'autres organisations qui pourraient venir vous aider pour avancer sur ce projet? Oui, absolument. On a quelques partenaires, grands donateurs, mécènes qui nous soutiennent. On espère avoir de plus en plus de grands joueurs de basketball aussi qui viennent apporter leur contribution. On en a là, justement, qui est là. Et c'est ce aussi à quoi nous nous employons tous les jours. On part très prochainement avec Christelle aux États-Unis, à New York, à Minneapolis, pour aller à la rencontre du monde du basket aux États-Unis, mais aussi voir des grands philanthropes qui s'intéressent aux questions de patrimoine, et notamment patrimoine franco-américain, parce que c'est aussi quelque chose d'important à souligner. C'est un haut lieu de l'amitié franco-américaine à Paris, le 14 Trévise, le YMCA 14 Trévise. Sur cette action de mécénat, on sait que c'est aujourd'hui une manière d'aller chercher des financements qui est largement utilisée à l'étranger. Est-ce que justement en France, c'est quelque chose qui est un peu inscrit et qui permet aussi à tout le monde de s'impliquer financièrement tout en sachant qu'on va mettre son argent dans une bonne cause? Oui, je crois que les Français sont très généreux. Confiance. Ils ont l'habitude de donner, de s'impliquer. Ils en ont cette envie. Moi, je viens des pièces jaunes. Oui. Donc, c'est quelque chose que je connais bien. J'ai pratiqué pendant longtemps et notamment cette dimension très participative. Et je crois qu'il est important de souligner que chaque don compte, que c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières.
Il n'y a pas de grands et petits donateurs. Oui, il y a des grands et petits montants, mais ce qui est intéressant dans ce genre de projet, c'est vraiment la volonté qu'on partage ensemble. C'est que ça soit quelque chose de très intégratif et que chacun puisse contribuer à la hauteur de ses moyens, de ses envies. Et donc, évidemment, les Français, mais pas uniquement. On a déjà quelques contributeurs africains, fans de basket notamment. Les premiers africains sont venus d'Abidjan. Oh, ok. Bon, un endroit que je connais plutôt bien en plus. Bon, faites vite, parce qu'après cette émission, je pense qu'il n'y aura plus beaucoup de lames de disponibles à la location. Un homme a l'air très pressé d'avoir la sienne, notamment. L'ordi, il est prêt là. On va remercier Christelle Berthaud et Danuta Pieter qui étaient avec nous pour nous parler donc, de cette opération adopteunelame.com. Allez-y, vous verrez, c'est très simple pour pouvoir obtenir sa propre lame. Puis vous nous direz d'ailleurs ce que... Pour le coup, c'est beaucoup mieux fait et élaboré comme site que le site de la billetterie des JO 2024. Ouh là là. Bon, on va pas parler de ça, c'est des sujets qui fâchent. C'est un autre sujet. On va remercier Angelo qui m'a l'air très très chaud avant de partir sur d'autres discussions.